La pensée positive ne consiste pas à répéter des phrases vides, ni à sourire de force lorsque tout s'effondre. C'est une forme d'entraînement mental, une discipline intérieure. Penser positivement du point de vue stoïcien, c'est apprendre à rester calme au milieu du chaos, à ne pas perdre la clarté lorsque la vie frappe, à rester ferme lorsque rien ne semble stable. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de maîtriser l'interprétation que vous en faites. L'esprit humain peut être votre allié ou votre bourreau. Si vous ne l'entraînez pas, il vous contrôle. Si vous le guidez, il vous libère. C'est pourquoi ce n'est pas une vidéo sur la motivation vide. C'est un guide pratique pour renforcer la pensée, pour transformer la façon dont vous vous parlez, dont vous répondez, dont vous faites face à l'inévitable. À travers ces 8 leçons, vous découvrirez que la pensée positive ne repose pas sur des illusions, mais sur des décisions. Vous apprendrez à diriger votre dialogue interne, à ordonner votre esprit, à équilibrer votre corps avec vos émotions et à créer un environnement qui protège votre énergie. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de gouverner ce qui se passe à l'intérieur. Entraîner votre esprit est une bataille quotidienne, et chaque pensée que vous choisissez est un mouvement vers la victoire ou la défaite. Ce que vous êtes sur le point d'écouter ne cherche pas à vous faire sentir bien pendant quelques minutes, mais à vous apprendre comment construire une forteresse intérieure qui résiste à n'importe quelle tempête. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur. Ton esprit est comme une pièce dans laquelle tu parles avec toi-même toute la journée. Si à l'intérieur il n'y a que du bruit, des plaintes ou de la peur, peu importe combien de lumière entre de l'extérieur, l'atmosphère restera sombre. Mais si tu apprends à te parler avec clarté et fermeté, cette même pièce devient un refuge, même lorsque tout s'effondre à l'extérieur. Le dialogue intérieur est la voix qui t'accompagne lorsque personne d'autre ne le fait. Et si tu ne la maîtrises pas, elle peut devenir ton pire ennemi. La pensée positive du stoïcisme ne consiste pas à répéter de jolies phrases, mais à changer la façon dont tu interprètes ce qui se passe. Ce n'est pas te nier la tristesse, mais te rappeler que tu n'es pas la tristesse. Ce n'est pas te dire que tout va bien, mais te dire que tu peux aller bien même lorsque les choses ne le sont pas. C'est la différence entre te tromper et te renforcer. Les stoïciens enseignaient que le pouvoir n'est pas dans les faits, mais dans la façon dont tu les perçois, et maîtriser le dialogue intérieur est apprendre à modeler cette perception pour qu'elle travaille en ta faveur, pas contre toi. Chaque pensée que tu laisses passer sans contrôle devient une graine. Si tu permets à celle de la peur de grandir, tout ce que tu verras sera teinté d'insécurité. Si tu cultives celle de la sérénité, ton esprit apprendra à trouver le calme même dans la confusion. La plupart ne perdent pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce qu'ils se disent quand cela se passe. C'est cette voix intérieure qui définit si tu coules ou si tu avances. C'est pourquoi tu dois l'observer, l'écouter, la questionner et ensuite la former. Quand tu te parles, fais-le avec respect, avec fermeté et avec vérité. Pas avec indulgence, mais pas non plus avec cruauté. De dire « je suis un échec » ne te rend pas responsable, ça te rend faible. Te dire « j'ai échoué, mais je peux le corriger » te rend conscient et te maintient en mouvement. Tu n'as pas besoin de devenir ton propre ennemi pour exiger plus de toi. Tu as besoin de devenir ton propre guide. Personne ne peut t'accompagner dans chaque pensée, mais toi, tu peux transformer cette voix en une force qui te pousse à être meilleur, plus serein et plus sage. Il y aura des jours où l'esprit essaiera de t'entraîner vers des pensées qui te sapent l'énergie. Dans ces moments, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui décide quelle pensée nourrir. Maîtriser le dialogue intérieur et récupérer ce pouvoir. C'est choisir de ne pas réagir à chaque idée négative, mais de la remplacer par une plus utile. Si tu penses « cela me dépasse », change pour « je ne le maîtrise pas encore, mais je peux l'apprendre ». Cette petite correction n'est pas de la naïveté, c'est de la stratégie. Entraîner l'esprit à penser positivement commence par cette voix que personne d'autre n'entend. Et la maîtriser n'est pas une question d'un jour, c'est une pratique constante. Chaque fois que tu choisis une réponse plus sage, tu renforces le calme. Chaque fois que tu choisis un mot plus juste envers toi,
tu renforces ton esprit. Et lorsque tu réussis à faire de ta voix intérieure non pas un juge mais un mentor, tout change. Le monde cesse d'être une menace et devient une scène pour grandir. Alors, fais attention à la façon dont tu te parles. Les mots que tu utilises avec toi-même sont le matériau avec lequel tu construis ta réalité. Si ton dialogue intérieur est un champ de bataille, tu commences chaque jour en guerre. Mais si tu le transformes en un lieu de discipline et de paix, aucun chaos ne pourra te briser. Maîtriser ton esprit commence par maîtriser ta voix. Et lorsque tu y parviens, tu te rends compte que la véritable liberté n'est pas dans ce que tu penses, mais dans la façon dont tu choisis de penser. 2. Organise ton esprit. Un esprit désorganisé est comme une maison pleine d'objets éparpillés partout. Tu ne peux pas te déplacer librement, tu ne peux pas penser clairement, et chaque pas devient un obstacle. Quand tout est en désordre en toi, n'importe quel problème semble plus grand qu'il ne l'est réellement. Organiser l'esprit ne signifie pas le faire taire, mais apprendre à lui donner une direction, à mettre chaque pensée à sa place, à décider ce qui mérite ton attention et ce qui doit sortir de ta tête. Le chaos mental est la cause silencieuse de la plupart des maux modernes. Des personnes qui ne se reposent pas, qui vivent inquiètes, qui pensent trop sans arriver à aucune conclusion, non pas parce que le monde est insupportable, mais parce que leur esprit n'est pas ordonné. Les stoïciens comprenaient que la clarté ne vient pas de l'évitement du désordre, mais de l'apprentissage à le traverser avec un but. Chaque pensée a sa fonction, mais toutes ne méritent pas de rester. Tout comme tu nettoies ta maison, tu as besoin de nettoyer ton esprit, car sans cet espace intérieur, il n'y a pas de calme possible. Organiser l'esprit commence quand tu reconnais que tu ne peux pas tout résoudre en même temps. Les soucis s'accumulent lorsque tu essaies de contrôler l'incontrôlable. C'est pourquoi tu dois séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. C'est le premier nettoyage mental. Tout ce qui est hors de ton contrôle ne mérite pas ton énergie, seulement ton acceptation. Ce qui dépend de toi nécessite attention et action, pas d'anxiété. La différence entre la paix et l'épuisement réside dans cette division invisible que seul un esprit entraîné peut maintenir. Le désordre interne n'est aussi de ne pas savoir s'arrêter. Penser constamment sans agir ou agir sans penser crée le même effet, la confusion. L'esprit a besoin de structure. Prends le temps de penser avec un but. Demande-toi ce qui te préoccupe réellement, ce que tu peux faire maintenant et ce que tu dois simplement lâcher. La clarté n'apparaît pas de nulle part, elle se construit avec de la discipline. Et lorsque tu réussis à organiser tes pensées, la vie cesse de se sentir si lourde, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu apprends à les porter avec équilibre. Beaucoup cherchent des solutions rapides, des distractions ou des échappatoires, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est accumuler plus de bruit. La véritable force réside dans la capacité de s'arrêter et d'observer ce qui se passe en toi sans fuir. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as besoin de te contrôler. C'est l'ordre qui transforme le chaos en direction. Un esprit ordonné n'est pas un esprit vide, c'est un esprit concentré. Et lorsque tu atteins cette concentration, le monde extérieur cesse de dicter ton état intérieur. Les stoïciens parlaient de l'esprit comme d'un jardin. Si tu ne le soignes pas, les mauvaises herbes poussent seules. Chaque pensée négative, chaque souci inutile est une mauvaise herbe qui consomme ton énergie. Mais si chaque jour tu consacres quelques minutes à examiner ton esprit, à éliminer ce qui est superflu et à nourrir ce qui est utile, tu verras comment une sérénité difficile à briser grandit en toi. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait. Tu as besoin d'un esprit clair pour répondre à n'importe quel environnement. L'ordre mental n'est pas atteint en un seul jour, il se travaille. Il nécessite de la constance, du silence, de la réflexion et surtout de l'honnêteté envers toi-même. Chaque matin, examine tes pensées, quelles émotions guident ta journée et nettoie ce qui ne te sert pas. Parce que sans ordre, l'esprit devient un ennemi qui conspire contre toi. Mais avec de l'ordre, il se transforme en l'allié le plus puissant. La maîtrise de la pensée n'est pas un but, c'est une habitude. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit du monde ne te dérange plus.
Les pensées s'alignent, les émotions se stabilisent et la vie se sent plus légère. 3. Équilibre le corps et l'esprit. Le corps est le miroir où l'esprit se reflète. Si ta pensée est pleine de chaos, le corps le crie avec fatigue, tension et déséquilibre. Quand l'esprit s'accélère, le corps s'épuise. Quand le corps est négligé, l'esprit s'obscurcit. Tout ce que tu ressens dans le corps a une origine dans l'esprit, et tout ce que tu penses laisse une trace dans le corps. Équilibrer les deux n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux rester en contrôle. Beaucoup cherchent la paix intérieure, mais vivent épuisés, dorment peu, mangent mal et remplissent leur journée de distraction. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de la clarté. Tu ne peux pas espérer de calme mental si ton corps est en guerre. Le stoïcisme enseigne que l'esprit rationnel a besoin d'un instrument fort pour se soutenir, et cet instrument est le corps. Il ne s'agit pas de perfection physique, mais de connexion. Apprendre à écouter ce que ton corps dit quand ton esprit ne veut pas comprendre. Chaque pensée a une réponse physique. L'inquiétude tend le cou, la colère rétrécit la poitrine, la culpabilité pèse sur les épaules. Ignorer ces signaux, c'est comme couvrir avec de la peinture un mur qui s'effondre. L'équilibre se construit en reconnaissant la relation entre tes habitudes et ton état mental. Si ton corps est faible, ton esprit se fatigue plus facilement. Si ton esprit est saturé, ton corps réagit avec anxiété. Ce n'est que lorsque les deux travaillent ensemble que tu peux ressentir une véritable stabilité. L'équilibre commence dans la routine. Bien dormir, manger avec modération, bouger chaque jour. Non pas par obligation, mais par respect pour toi-même. Le corps est le temple de la raison et le négliger, c'est saboter ta clarté. Les stoïciens parlaient du corps comme d'un outil qui devait être maintenu, prêt à servir la vertu. Si tu le traites avec négligence, tes pensées perdent leur fermeté. Si tu le renforces, ton esprit devient plus résistant à la douleur, à la peur et à l'incertitude. Tu as aussi besoin d'apprendre à t'arrêter. L'esprit moderne ne se repose pas parce que le corps ne sait pas rester immobile. Nous vivons en courant d'une chose à l'autre, sans nous donner un moment pour nous reconnecter. Le calme ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la pause. Respirer profondément, observer ton environnement, sentir la terre sous tes pieds. Ces actions simples te ramènent au présent, où l'esprit cesse de vagabonder et le corps retrouve son centre. L'équilibre ne se cherche pas à l'extérieur, il se forme à l'intérieur, à chaque instant où tu décides de t'arrêter et d'être avec toi-même. Équilibrer le corps et l'esprit signifie aussi prendre soin de ce que tu consommes, pas seulement en termes de nourriture, mais aussi d'information. Ce que tu vois, entends et répètes façonne ton énergie. Si tu remplis ton esprit de plainte et ton corps d'excès, il n'y aura pas d'équilibre possible. L'harmonie naît du contrôle, de choisir consciemment ce qui entre et ce qui reste. Tu n'as pas besoin de grands rituels, tu as besoin de cohérence. Faire ce que tu sais qui te fait du bien, même si c'est difficile, même si personne ne le voit. Quand tu atteins cette connexion, tout change. Le corps cesse d'être un poids et devient un allié. L'esprit cesse de se disperser et trouve une direction. Tes décisions deviennent plus fermes, parce qu'elles ne sont pas conditionnées par la fatigue ou la tension. L'équilibre n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Chaque respiration consciente, chaque mouvement délibéré, chaque choix modéré renforce cette union. Tu ne peux pas avoir un esprit fort dans un corps faible, ni un corps sain soutenu par des pensées confuses. Les deux ont besoin l'un de l'autre, se reflètent, se complètent. Entraîner l'esprit sans prendre soin du corps, c'est comme essayer de maintenir un feu sans oxygène. Quand tu équilibres les deux, tout le reste trouve sa place. 4. Protège ton environnement mental. L'esprit est comme un jardin qui grandit avec ce que tu permets d'entrer. Si tu laisses n'importe qui jeter des ordures, le terrain se flétrit rapidement. Mais si tu choisis soigneusement quelles graines planter, tu verras fleurir la tranquillité, la concentration et la force intérieure. Ton environnement mental n'est pas seulement ce que tu penses, mais tout ce que tu consommes, écoutes, observes et permet de t'entourer. Le protéger est l'une des façons les plus puissantes de former ton esprit à penser positivement.
car l'environnement que tu ne filtres pas finit par façonner tes pensées sans que tu t'en rendes compte. Nous vivons à une époque où tout rivalise pour ton attention. Les réseaux, les nouvelles, les commentaires des autres, les conversations vides. Chaque stimulus que tu reçois laisse une empreinte, et si tu n'es pas conscient, ton esprit devient un dépôt d'informations inutiles. Il ne s'agit pas de vivre isolé du monde, mais de choisir intelligemment ce que tu laisses entrer. Les stoïciens parlaient de contrôle interne, mais ils comprenaient aussi l'importance de prendre soin des influences externes. Personne ne peut maintenir la sérénité s'il vit entouré de bruit constant. L'environnement mental comprend également les personnes. Il y a ceux qui ajoutent de la paix et ceux qui la volent. Chaque interaction a un coût émotionnel. Et si tu n'apprends pas à établir des limites, tu finis par t'épuiser sans savoir pourquoi. Toutes les voix ne méritent pas une place dans ta tête. Écouter n'est pas la même chose qu'absorber. Tu peux être empathique sans laisser les problèmes des autres te contaminer. L'esprit a besoin d'air pur pour fonctionner. Et cela ne peut être réalisé qu'en t'éloignant de ce qui intoxique ton équilibre. Protéger ton environnement mental implique également de prendre soin de ce que tu consommes en silence. Les films que tu regardes, les livres que tu lis, les chansons que tu écoutes. Tout nourrit ton état émotionnel. Et si tu remplis ton esprit de drame, de pessimisme ou de plainte, tu commenceras inévitablement à penser à partir de cette fréquence. Tu ne peux pas espérer des pensées élevées si tu te nourris de misère émotionnelle. L'esprit se forme avec ce que tu lui donnes tous les jours. C'est pourquoi tu dois être exigeant avec ce que tu choisis. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la survie mentale. Il y a des moments où le plus grand acte de force est de te déconnecter. Non pour fuir, mais pour te reconnecter avec toi-même. Le silence, bien qu'inconfortable au début, devient un bouclier. C'est dans le silence que tu entends ce que tu penses vraiment, où tu remarques quelles idées sont les tiennes et lesquelles proviennent du bruit externe. Apprendre à être calme sans stimuli est un entraînement que peu de gens maîtrisent. Mais ceux qui y parviennent découvrent un pouvoir inébranlable. Parce que celui qui contrôle son environnement mental n'a pas besoin de s'échapper de lui, il le transforme. L'environnement se protège également à travers des habitudes simples. Se lever sans vérifier le téléphone, laisser de l'espace à la réflexion avant de réagir, prendre soin de l'endroit où tu travailles, maintenir l'ordre autour de toi. Tout cela communique à ton esprit que le calme est une priorité. Un espace physique propre reflète un espace mental ordonné. Et bien que cela puisse sembler trivial, l'environnement extérieur est le miroir de l'intérieur. Si tu vis entouré de désordre, ton esprit l'imitera. Si tu cultives l'harmonie, ton esprit le ressentira. La société moderne glorifie l'exposition constante, mais la sagesse est dans la sélection. Tu n'as pas besoin d'être au courant de tout, ni de participer à chaque conversation. Ce qui ne nourrit pas ta croissance te distrait de celle-ci. Chaque fois que tu décides de rester en dehors du bruit, tu renforces ton contrôle interne. Protéger ton environnement mental n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. Cela signifie choisir ta paix sur l'approbation, ta clarté sur la distraction. 5. Renforce ta posture. Marcher avec le dos courbé et le regard bas non seulement fatigue le corps, mais affaiblit aussi l'esprit. Chaque posture que tu adoptes envoie un message silencieux à ton intérieur. Si tu restes courbé face aux problèmes, ton esprit apprend à se rendre. Si tu gardes la colonne vertébrale droite même dans la tempête, ton esprit comprend que rien ne peut te briser. La posture n'est pas seulement physique, elle est mentale. C'est la façon dont tu affrontes la vie, la manière dont tu décides de rester ferme lorsque le monde essaie de te pousser vers le bas. Le corps et l'esprit sont reliés par un fil invisible. Lorsque l'un s'affaiblit, l'autre le ressent. Adopter une posture forte ne consiste pas seulement à garder les épaules droites, mais à maintenir la dignité, le calme et la présence à tout moment. Les stoïciens savaient que la force commence par la façon dont tu te présentes au monde. Si tu te montres vaincu, tu te sentiras vaincu. Mais si tu restes debout, même quand tu n'en as pas envie, peu à peu ton esprit se souviendra de sa propre puissance. La posture est le langage silencieux du caractère.
Un esprit chaotique produit des gestes tendus, des regards perdus, des respirations courtes. Un esprit entraîné se reflète dans des mouvements fermes et tranquilles. La façon dont tu te déplaces communique ce que tu penses. C'est pourquoi lorsque tu réussis à faire refléter la sérénité par ton corps, l'esprit la suit. Ce n'est pas un hasard si les soldats, les philosophes et les sages parlent de l'importance de la posture. Non par vanité, mais parce que le corps est le premier outil de discipline. Lorsque ton corps est aligné, ton énergie circule. La respiration devient profonde, l'esprit se calme et la présence se renforce. Chaque fois que tu te courbes, chaque fois que tu t'effondres, tu dis à ton esprit que tu abandonnes. Mais quand tu redresses le dos, que tu respires fermement et que tu lèves le regard, tu l'entraînes à résister. La posture devient un rappel physique de ta force intérieure. Il ne s'agit pas de paraître fort, mais de l'être de l'intérieur vers l'extérieur. Renforcer la posture, c'est aussi apprendre à ne pas s'effondrer émotionnellement sous la pression. Cela signifie garder son calme lorsque l'environnement perd le contrôle. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. C'est la capacité de rester immobile face à la provocation, de répondre sans perdre l'équilibre. C'est là la véritable force, non pas celle de crier plus fort, mais celle de rester ferme quand tout le monde cède. Une posture forte inspire le respect, tant chez les autres que chez toi-même. C'est le reflet visible d'un esprit stable. Le corps est le théâtre où se manifeste ta discipline. C'est pourquoi tu dois l'entraîner à soutenir ton caractère. Lève-toi tôt, respire profondément, marche avec intention. Il ne s'agit pas d'imposer de la rigidité, mais de pratiquer la présence. L'esprit s'entraîne aussi à travers le mouvement. Si chaque geste que tu fais est conscient, si chaque pas que tu fais est avec un but, ton corps cesse d'être un simple véhicule et devient une extension de ta force mentale. Rappelle-toi que la vie mettra toujours du poids sur tes épaules. Il y aura des jours où tu auras l'impression de ne plus pouvoir rien supporter. Mais même là, ta posture sera ta déclaration de pouvoir. Si tu restes debout, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu as décidé de résister, tu gagneras une bataille invisible. L'esprit se nourrit de ces gestes, et plus tu les répètes, plus la force deviendra naturelle. Une posture ferme ne se construit pas dans la salle de sport, mais dans l'esprit. Chaque fois que tu choisis de rester calme face au chaos, chaque fois que tu respires avant de réagir, tu renforces cette structure invisible qui soutient ton équilibre. 6. Entraîne ton focus. Le focus est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu pointes la lumière dans toutes les directions, tu ne vois rien clairement. Mais si tu la diriges vers un seul point, le chemin se révèle. La plupart des gens ne manquent pas de talent, mais ils dispersent leur énergie dans 1000 directions. L'esprit sans focus devient son propre obstacle. Saute d'idée en idée, se noie dans les distractions et perd de la force. Entraîner le focus n'est pas seulement apprendre à se concentrer, c'est maîtriser l'attention, protéger ton énergie et la diriger vers ce qui compte vraiment. Le monde actuel vit en volant l'attention. Chaque notification, chaque opinion, chaque bruit cherche à briser ta concentration. Si tu ne prends pas le contrôle de ton focus, quelqu'un d'autre le fera pour toi. L'esprit concentré est dangereux car il sait choisir ses batailles. Il ne se disperse pas dans ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne s'épuise pas dans ce qui n'a pas de sens. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. L'essentiel n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est juste avec toute la présence possible. Celui qui y parvient avance sans se presser, mais sans s'arrêter. Le focus se renforce comme un muscle, avec une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de maintenir ton attention sur une seule tâche, tu entraînes ton esprit à résister à la distraction. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, la concentration plutôt que la dispersion, tu développes un pouvoir que peu de gens maîtrisent. La clarté mentale ne vient pas de l'inspiration, elle vient de la discipline. Ce que tu répètes constamment devient ta nature, et un esprit concentré se construit en répétant de petits actes d'attention consciente tous les jours. Les distractions ne sont pas innocentes, ce sont des fuites d'énergie. Vérifier constamment ton téléphone, changer d'activité sans finir, écouter trop de voix extérieures, tout cela fragmente l'esprit.
Si tu ne décides pas à quoi penser, l'environnement le fera pour toi. C'est pourquoi entraîner le focus n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi une question de stratégie. Crée des environnements où la distraction n'a pas de place. Établis des routines, des limites et des moments de silence. L'esprit a besoin de direction, pas de désordre. L'une des causes les plus courantes de l'épuisement n'est pas l'excès de travail, mais l'excès de dispersion. Les gens ne se fatiguent pas de ce qu'ils font, mais de tout ce qu'ils essaient de faire en même temps. Lorsque tu concentres ton attention sur une seule chose, ton énergie se multiplie. Lorsque tu la divises, elle s'évapore. Le focus transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est le pont entre l'intention et le résultat. Sans lui, tout effort se dilue dans l'air. Les stoïciens savaient que le contrôle mental commence par la direction de la pensée. Si tu te concentres sur ce que tu ne peux pas changer, tu te frustres. Si tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu grandis. C'est l'essence du focus. Utiliser ton esprit comme un outil, pas comme une prison. Chaque pensée que tu choisis de nourrir définit ton destin. La vie n'est pas une question de temps, mais de savoir à quoi tu le consacres. Concentrer ton attention, c'est décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Entraîner le focus, c'est aussi apprendre à dire non. Non aux distractions, non à l'urgence de plaire, non à l'impulsion de répondre immédiatement. L'attention est une ressource limitée et chaque jour tu dois décider dans quoi tu l'investis. Si tu la donnes à tout ce qui brille, tu perdras la lumière qui te guide vraiment. Le focus ne signifie pas rigidité, il signifie engagement. Savoir où tu vas et ne pas dévier même si le bruit est fort. Lorsque tu réussis à concentrer ton esprit, tout devient plus simple. Les décisions pèsent moins, le chaos devient gérable et la vie prend un sens. L'attention pleine n'est pas une mode, c'est une forme de résistance. 7. Crée ton refuge intérieur. Le monde extérieur est imprévisible, mais en toi peut exister un lieu où rien ne te touche. Un espace silencieux, immobile, qui ne dépend pas du bruit, des personnes ou des circonstances. C'est ton refuge intérieur. Ce n'est pas une fantaisie ni une fuite, c'est le centre où tu te reconnectes quand tout semble s'effondrer. Créer ce refuge est une pratique stoïcienne essentielle, car le calme ne se trouve pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur, brique par brique, pensée après pensée. Chaque jour, tu es exposé au chaos. Des nouvelles qui perturbent, des conversations qui épuisent, des personnes qui drainent l'énergie. Si tu n'as pas un espace mental pour te protéger, le monde finit par te consumer. Le refuge intérieur ne consiste pas à t'isoler, mais à apprendre à rester serein au milieu du bruit. Les stoïciens l'appelaient la force de l'âme, la capacité de garder l'esprit en paix même quand l'extérieur brûle. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux décider d'où tu le vis. Créer ce refuge commence par le silence. Pas le silence forcé, mais celui qui apparaît quand tu arrêtes de réagir à tout. Le silence est pouvoir, car il te permet d'écouter ce que tu penses vraiment, de reconnaître ce que tu ressens et de répondre avec clarté. Dans cet état, l'esprit cesse de lutter contre l'inévitable et commence à accepter. Et l'acceptation n'est pas une reddition, c'est de la sagesse. Quand tu arrives à faire taire le bruit interne, tu découvres un calme qui ne dépend pas du monde, mais de ton contrôle sur toi-même. Le refuge intérieur se renforce avec la solitude. Pas la solitude de se sentir vide, mais celle d'être en paix avec soi-même. Dans ce calme, tu apprends à te connaître, à reconnaître tes émotions sans peur. Chaque personne a besoin de ce moment de retraite, où l'esprit se repose des exigences et le corps se libère des tensions. Les stoïciens méditaient sur la mort, la perte et le temps, non pas pour se déprimer, mais pour apprécier la vie sans peur. Le refuge intérieur n'est pas l'obscurité, c'est la clarté. Il se construit aussi avec des limites. Tout ne mérite pas ton attention, ni chaque bataille requiert ton énergie. Chaque fois que tu refuses de réagir à la provocation, chaque fois que tu choisis le calme sur l'impulsion, tu renforces les murs de ton refuge. Tu ne peux pas entrer en paix si tu laisses les portes ouvertes au chaos. Apprendre à protéger ton espace mental est un acte d'amour de soi. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence, il suffit de l'habiter.
Prendre soin de ce refuge implique de cultiver des habitudes qui te ramènent à toi. Méditer, écrire, marcher en silence, respirer avec intention. Ce sont de petites pratiques qui gardent l'esprit clair et le cœur stable. C'est dans ces moments que ton esprit s'éclaircit et ta force se renouvelle. Quand tu fais de ces pratiques une habitude, tu ne dépends plus de l'environnement pour te sentir calme, car tu portes avec toi une maison que personne ne peut démolir. La plupart cherchent refuge à l'extérieur, dans la compagnie, dans la distraction, dans le bruit. Mais tout cela s'évanouit. Les stoïciens l'ont bien compris. Celui qui maîtrise son monde intérieur n'a pas besoin de contrôler l'extérieur. La vie apportera toujours des défis, mais celui qui a un refuge à l'intérieur ne craint pas le chaos, car il sait qu'il peut toujours rentrer chez lui. Construire ce refuge ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite de la constance, de la connaissance de soi et de la discipline. Chaque fois que tu choisis la sérénité sur l'impulsion, tu renforces ta forteresse intérieure. Et quand tu apprends à l'habiter, tu découvres que rien ne peut te renverser. Parce que même si le monde est en ébullition, en toi persiste cet espace de calme où tout revient à sa place. 8. Permets-toi d'être heureux. Le bonheur n'arrive pas comme un cadeau, il est permis. C'est comme la lumière du soleil qui essaie d'entrer par une fenêtre, mais bien souvent c'est toi qui gardes les rideaux fermés. Non pas parce qu'il n'y a pas de clarté à l'extérieur, mais parce que tu t'es habitué à vivre dans l'ombre de tes exigences, tes culpabilités et tes peurs. Apprendre à être heureux n'est pas une question de chance, c'est un acte de courage. C'est décider d'ouvrir l'esprit quand le monde insiste pour le fermer. Beaucoup de personnes cherchent le bonheur comme s'il s'agissait d'une destination lointaine, mais les stoïciens savaient qu'il réside dans la façon dont tu interprètes la vie. Non pas dans ce que tu possèdes, mais dans la façon dont tu choisis de regarder ce que tu possèdes déjà. L'esprit qui s'entraîne à penser positivement comprend que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de l'attitude avec laquelle tu les affrontes. Il ne s'agit pas de te forcer à sourire, mais de lâcher l'habitude de t'amertir pour ce que tu ne peux pas changer. Permettre le bonheur exige de renoncer au drame. L'esprit humain a tendance à compliquer ce qui est simple, à trouver des défauts même dans les bons moments. C'est pourquoi la pratique stoïcienne t'invite à apprécier l'ordinaire. Le café chaud le matin, le silence avant de dormir, le rire spontané. Ce sont des gestes que le bruit mental a tendance à ignorer, mais qui, vus avec attention, deviennent des rappels de plénitude. La pensée positive ne nie pas les problèmes, elle les met en perspective. Elle comprend que même au milieu de la douleur, il y a de la beauté, de l'apprentissage et de la croissance. Être heureux ne signifie pas que tout va bien, cela signifie que tu choisis de ne pas te laisser dominer par ce qui ne va pas. Le bonheur stoïcien est sérénité, non euphorie. C'est cet équilibre silencieux entre accepter ce que tu ne peux pas contrôler et travailler avec discipline sur ce qui dépend de toi. Lorsque tu adoptes cette mentalité, la vie cesse d'être une poursuite constante et devient une pratique de gratitude. Tu n'attends pas qu'un jour parfait arrive. Tu construis la paix avec ce que tu as aujourd'hui. Permets-toi de profiter sans culpabilité. L'esprit moderne est programmé pour sentir que le bonheur doit être gagné, comme si tu devais le justifier. Mais le simple fait d'être en vie est déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. Chaque moment n'a pas besoin d'être productif et chaque réalisation n'a pas besoin d'être extraordinaire. Parfois, le plus grand succès est de pouvoir respirer calmement, de pouvoir se reposer sans anxiété, de pouvoir sourire sans raison. Cette simplicité est le plus grand signe de maturité mentale. Les stoïciens parlaient de la joie du sage, une joie qui ne dépend ni de la chance ni des résultats, mais de la maîtrise intérieure. Cette joie ne s'éteint pas avec l'adversité, car elle naît de la compréhension que tout a sa place, même la douleur. Le bonheur n'est pas d'éviter la souffrance, c'est de la traverser sans perdre sa dignité. Lorsque tu y parviens, rien ne peut te voler ta tranquillité. Être heureux implique aussi de te pardonner. Lâcher les erreurs, les comparaisons et les pensées d'insuffisance. Chaque fois que tu te juges, tu te refuses l'opportunité d'être en paix avec toi-même. L'esprit qui vit en guerre avec lui-même ne pourra jamais se reposer.
Mais lorsque tu apprends à te traiter avec compassion, à te parler avec respect et à célébrer tes progrès, aussi petits soient-ils, tu commences à expérimenter un bonheur réel, non basé sur des attentes, mais sur l'authenticité. Permettre le bonheur est une décision quotidienne. N'attends pas d'avoir tout résolu pour le ressentir. Commence maintenant, au milieu de tes imperfections, avec ce que tu es et ce que tu as, parce que le bonheur ne se trouve pas, il se cultive. Et lorsque tu réussis à le maintenir vivant en toi, le monde peut trembler, mais tu resteras debout. Arrête de croire que pour être respecté, tu as besoin de crier plus fort que les autres. Le véritable respect ne se demande pas, ne s'achète pas et ne s'impose pas par des menaces. Il se gagne par la façon dont tu marches, par le silence que tu gardes et par la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les gens sentent quand quelqu'un a le contrôle de lui-même, et ce type de présence n'a pas besoin de présentation. Nous vivons entourés de bruit. Tout le monde a une opinion, tout le monde interrompt, tout le monde essaie d'être vu. Mais plus la foule parle, plus celui qui sait se taire se démarque. Celui qui écoute avant de répondre, celui qui n'a pas besoin d'excuses, ni d'ornements pour soutenir ses paroles. Ce calme au milieu du chaos est ce qui fait que les autres s'arrêtent, regardent et respectent. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est plus forte que n'importe quel cri. Celui qui peut se gouverner lui-même transmet l'autorité sans effort. Sa posture est ferme, sa voix est claire et ses actions confirment ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit, car chaque geste confirme son caractère. Cette vidéo ne parle pas de belles phrases, ni de conseils superficiels. Il s'agit de retrouver la force que tu as déjà, mais que tu as peut-être laissé se perdre entre les impulsions, la peur et les doutes. Ici, tu vas découvrir 6 principes qui te feront attirer le respect et l'attention sans élever la voix. Des principes que tu peux pratiquer quotidiennement pour que ta présence parle pour toi. Prépare-toi, car ce qui change ta vie n'est pas ce que tu promets de faire demain, mais comment tu décides d'agir aujourd'hui. Le respect ne se supplie pas. Il se construit avec discipline, clarté, objectif et surtout avec la façon dont tu affrontes ce qui est devant toi. 1. Le pouvoir du silence. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence de contrôle. Celui qui apprend à se taire quand tout le monde crie démontre qu'il n'est pas à la merci des émotions ni de la pression du moment. Le silence est comme un fil invisible. Il ne coupe pas avec du bruit, mais il marque des limites que personne n'ose franchir. Dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, celui qui sait se taire devient un mystère. Et le mystère attire l'attention. Imagine quelqu'un qui, au milieu d'une discussion, décide de ne pas réagir à la première insulte, ni au premier geste de provocation. Non pas parce qu'il n'a pas de réponse, mais parce qu'il comprend que tout ne mérite pas une réponse. Ce type de silence est dérangeant, car il révèle l'autocontrôle. Pendant que les autres se consument en essayant de provoquer une réaction, tu conserves ton énergie et ta contenance. C'est le premier signe de respect, montrer que tu n'es pas facile à ébranler. Les stoïciens savaient que le silence est un reflet de la force intérieure. Sénèque disait que celui qui se maîtrise n'est pas esclave des mots. Quand tu te tais à temps, tu ne perds pas la discussion, tu gagnes du terrain. Tu n'offres pas d'explications inutiles. Tu ne tombes pas dans le jeu de ceux qui cherchent à te provoquer et surtout, tu te fais entendre davantage quand tu décides finalement de parler. Le silence est aussi un acte d'observation. Pendant que les autres se précipitent pour remplir l'espace avec des opinions et des jugements, tu as l'avantage d'écouter, d'analyser et de comprendre avant de répondre. C'est un outil de stratégie. Celui qui écoute d'abord a plus de pouvoir pour choisir ses mots ensuite. Dans cet espace que tu tais, tu démontres que tu n'agis pas par impulsion, mais avec intention. Pratiquer le pouvoir du silence ne signifie pas se retirer ni se cacher. Cela signifie choisir avec soin quand parler et quand laisser le silence parler pour toi. Par exemple, lors d'une réunion où tout le monde cherche à impressionner avec des discours, rester serein et écouter attentivement fait que ta voix, à la fin, a un poids différent. Non pas parce que tu cries, mais parce que tu as choisi le moment opportun pour intervenir.
Le silence protège aussi ta dignité. Chaque fois que tu réponds avec des mots que tu n'as pas pensés, tu offres aux autres le contrôle de ton état émotionnel. Chaque fois que tu réagis immédiatement, tu perds un morceau d'autorité. Le silence te rend le commandement. Il te donne des secondes pour réfléchir, pour te rappeler qui tu es et pour agir conformément à tes principes, pas aux provocations. Dans la vie quotidienne, appliquer ce principe nécessite de la discipline. Cela signifie apprendre à contenir l'impulsion d'opiner sur tout, éviter de se justifier quand ce n'est pas nécessaire et comprendre que tu n'as pas à expliquer ta valeur à personne. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante aux critiques, aux commérages ou aux provocations, car il met en évidence la faiblesse de ceux qui cherchent ta réaction. Pense aux figures qui inspirent le plus de respect. Ce ne sont pas celles qui parlent le plus, mais celles qui parlent moins, mais avec sens. Leur silence n'est pas vide. C'est une déclaration qu'ils ne jouent pas le jeu des apparences. Chaque moment où tu te tais fermement, tu construis une image de quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour valider son caractère. Le pouvoir du silence, alors, n'est pas passivité. C'est action contenue. C'est montrer que ton esprit commande sur ta langue et que tu ne te laisses pas agiter par ce que les autres disent. Un homme ou une femme qui maîtrise le silence devient quelqu'un qui se fait entendre, sans avoir à élever la voix. C'est le type de respect qui ne se supplie ni ne se négocie, il s'inspire. 2. Respect dans ta posture. Avant de prononcer un seul mot, tu communiques déjà qui tu es. La façon dont tu te tiens, comment tu maintiens ton regard et la manière dont tu occupes l'espace en disent plus que n'importe quel discours. Ta posture est le langage silencieux que les gens interprètent sans s'en rendre compte. Et bien souvent, elle détermine si on te prend au sérieux ou non. Un corps voûté, des épaules tombantes et un regard fuyant transmettent le doute et la fragilité, même si tu te sens fort à l'intérieur. En revanche, un corps droit, ferme mais détendu, avec la tête haute, dit sans mots « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de le prouver ». Le respect commence là, dans la façon dont tu habites ton propre corps. Les stoïciens comprenaient que le contrôle de soi ne réside pas seulement dans l'esprit, il se reflète également dans la forme physique. Marc Aurèle a écrit sur la dignité que même le soldat le plus fatigué doit montrer. Ne pas laisser la fatigue traîner le corps ou le découragement affaisser les épaules. La posture, donc, n'est pas seulement une habitude physique, c'est une déclaration de force intérieure. Observe ceux qui inspirent un respect authentique. Leur démarche n'est ni précipitée ni craintive. Marcher droit, avec des pas fermes, non pas par arrogance mais par assurance, est un acte de présence. Garder les épaules alignées, la poitrine ouverte et le regard direct montrent que tu n'as pas peur d'occuper ta place dans le monde. Cette posture n'est pas une question d'imposition sur les autres, mais de ne pas se diminuer devant personne. Dans un environnement quotidien, une posture ferme te distingue même en silence. Par exemple, dans une salle pleine de personnes qui gesticulent exagérément ou cherchent de l'attention, celui qui reste serein, avec le dos droit et les bras détendus, projette le contrôle. Ce calme physique n'impose pas seulement le respect. Il génère également la confiance chez les autres, car il montre que tu n'es pas dominé par l'anxiété ou la nervosité. Une bonne posture est aussi un rappel interne. Quand tu te redresses, quand tu lèves le menton et fixes le regard sans arrogance, tu dis à ton esprit que tu ne fuis pas et ne cèdes pas de terrain. C'est une ancre physique qui t'aide à garder ton calme, même lorsque les circonstances tentent de te déstabiliser. Les stoïciens insistaient sur le fait que le corps et l'esprit doivent être entraînés ensemble, car tu ne peux pas aspirer à un esprit ferme en vivant dans un corps qui s'effondre sous la tension. Pratiquer le respect dans ta posture ne nécessite pas une perfection militaire, mais une conscience constante. Commence par corriger l'habitude de te voûter lorsque tu te sens mal à l'aise ou incertain. Maintiens le contact visuel assez longtemps pour montrer de l'intérêt et de la conviction, sans agressivité. Ne croise pas les bras comme un bouclier, ni ne bouge les pieds avec nervosité, car ces gestes inconscients transmettent l'insécurité. Dans les conversations importantes, ta posture peut changer la façon dont on te perçoit. Si tu te penches trop en avant, tu sembles désespéré d'obtenir l'approbation.
Si tu recules avec les bras croisés, tu sembles fermé ou sur la défensive. En revanche, si tu restes centré, avec les épaules détendues, le regard ferme et les mains visibles mais calmes, tu projettes l'ouverture et le contrôle. Ce langage corporel parle avant toi et souvent plus fort que ta voix. Le respect dans la posture n'a rien à voir avec le fait de paraître intimidant ou de prétendre être supérieur. C'est plus simple et plus puissant. Cela signifie que tu ne permets pas aux circonstances ni aux émotions de te faire fléchir. Cela signifie que même au milieu de la tension, tu continues à occuper ta place avec dignité. Ce type de présence calme l'atmosphère et oblige les autres à te traiter avec considération, car tu démontres l'autocontrôle sans dire un seul mot. 3. Prouve avec des faits. Rien ne détruit plus rapidement la crédibilité que les promesses non tenues. Nous vivons entourés de personnes qui parlent trop de ce qu'elles vont faire, de leurs plans, de leurs objectifs. Mais au moment d'agir, elles ne tiennent même pas la moitié de leurs promesses. Avec le temps, les mots deviennent du bruit et perdent de leur poids. Le véritable respect naît lorsque tu cesses d'annoncer et commences à démontrer. Les faits sont le langage le plus clair qui existe. Ils n'ont besoin ni d'explication ni de justification. Les stoïciens croyaient que la vertu se mesure en action, pas en discours. Épictète disait que tu ne peux pas te dire courageux pour tes intentions, mais pour ce que tu fais quand l'épreuve arrive. Il en va de même pour le respect. Personne ne te le donne pour ce que tu promets, mais pour ce que tu accomplis. Si chaque mot que tu prononces est soutenu par des faits, tu construis une réputation solide qui parle pour toi-même lorsque tu te tais. Quand tu tiens tes promesses, tu ne démontres pas seulement de la discipline, tu envoies aussi un message puissant que tu es une personne digne de confiance. Et la confiance est le fondement de tout respect authentique. Les gens ne suivent pas celui qui parle le plus, ils suivent celui qui tient ses promesses. Pense à n'importe quel leader que tu admires. Tu ne te souviens pas de lui pour ses beaux discours, mais pour ce qu'il a fait, pour les décisions difficiles qu'il a prises, pour l'exemple qu'il a donné dans les moments compliqués. Dans la vie quotidienne, prouver avec des faits signifie agir sans avoir besoin d'annoncer chaque étape. Si tu décides de changer une habitude, ne le proclame pas sur les réseaux sociaux, fais le changement et laisse les résultats parler. Si tu promets quelque chose au travail, livre-le même avant la date limite. Si tu donnes ta parole à quelqu'un, tiens-la, même si personne ne te surveille. Ce type de cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est de plus en plus rare, et c'est pourquoi il se démarque. Celui qui prouve avec des faits n'a jamais besoin de se défendre avec des excuses. Au lieu de te justifier, d'expliquer pourquoi tu n'as pas pu, tu fais ce qui est approprié. Cette cohérence non seulement élève ton respect aux yeux des autres, mais renforce aussi ta propre estime de toi. Tu sais que tu peux avoir confiance en toi, et cela se voit dans ta façon de parler, dans ton attitude, et même dans ton silence. Il y a quelque chose de puissant à surprendre les gens avec des résultats plutôt qu'avec des mots. Le silence précédent crée de l'attente. Les faits ultérieurs confirment que tu ne cherchais pas des applaudissements, mais à atteindre ton objectif. Ce contraste fait que chaque action de ta part gagne le double de respect, car les gens comprennent que ce que tu dis n'est pas du vent, c'est une promesse tenue. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas vivre pour impressionner, mais pour nous améliorer. Agir avec constance est plus difficile que de parler de grandeur, mais c'est le chemin qui forge un caractère solide. Dans un monde plein de discours vides, quelqu'un qui tient ses promesses devient une rareté admirée. Ce type de personne n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu. Il suffit de montrer des résultats pour que sa présence ait du poids. Pratiquer ce principe nécessite de la discipline et de l'humilité. De la discipline pour ne pas abandonner quand personne ne regarde, et de l'humilité pour comprendre que les faits et non les éloges sont la véritable récompense. Cela signifie arrêter d'annoncer ce que tu vas faire pour éviter la tentation d'impressionner avec des mots. Cela signifie choisir d'agir, même lorsque les autres attendent des explications. Le respect qui est obtenu par les faits est difficile à gagner, mais aussi impossible à perdre tant que tu maintiens la cohérence. Il n'y a pas d'argument plus fort qu'une action accomplie. Il n'y a pas de défense plus solide que le résultat visible.
C'est pourquoi, si tu veux être pris au sérieux, parle moins et agis plus. 4. Parle clairement. Les mots peuvent construire des ponts ou ériger des murs. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent parler de manière compliquée, remplir leurs phrases de fioritures et de jargon pour impressionner, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est de semer la confusion et de s'éloigner. La clarté, en revanche, est puissante. Lorsque tu parles de manière directe, sans détour ni hésitation, tu transmets de la confiance, et cette confiance oblige les autres à t'écouter. Le respect ne vient pas du volume de ta voix ou de la complexité de ton vocabulaire. Il vient de la manière dont tu fais passer ton message intact. Un homme ou une femme qui s'exprime avec précision ne laisse pas de place aux malentendus ou aux doutes. Chaque mot compte et semble intentionnel. Ce n'est pas seulement un don naturel, c'est une compétence qui se développe avec l'autocontrôle et la pratique. Les stoïciens comprenaient que parler clairement, c'est parler avec un esprit clair. Sénèque insistait sur le fait que nous ne devons pas utiliser de mots inutiles ou de discours compliqués, car ce qui est dit simplement est plus fortement mémorisé. La clarté ne cherche pas à impressionner, elle cherche à avoir un impact. Et dans un monde saturé de voix concurrentes, le message le plus simple et le plus direct traverse toujours le bruit. Parler clairement signifie aussi abandonner l'habitude de se justifier. Celui qui s'excuse trop révèle son insécurité. Lorsque tu te justifies constamment, ta voix perd de sa fermeté. En revanche, lorsque tu réponds par des phrases courtes, directes et respectueuses, tu projettes de la confiance. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque détail, ni de convaincre tout le monde que tu as raison. Tu fais confiance à ton message et tu le laisses tel quel, sans fioriture. La clarté n'est pas de la froideur. C'est du respect pour ton interlocuteur. Cela signifie que tu apprécies le temps de l'autre personne et que tu ne le remplis pas de mots vides. Par exemple, dans une conversation difficile, parler clairement implique de dire ce qui est nécessaire, sans détour, mais avec sérénité, de sorte que l'autre comprenne ta position même s'il n'est pas d'accord. Cette capacité à être direct mais calme génère du respect même au milieu des conflits. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne commence par contrôler l'impulsion de parler trop. Avant de répondre, respire et pense. Ce que je vais dire est-il nécessaire, est-il vrai et apporte-t-il quelque chose? Si cela ne répond pas à ces trois conditions, il vaut mieux se taire. Ainsi, tu évites les commentaires impulsifs et tu commences à choisir tes mots comme des outils et non comme des exutoires. Parler clairement nécessite également d'écouter attentivement. Celui qui écoute bien comprend mieux et par conséquent répond mieux. La plupart des discussions s'intensifient parce que les gens ne prennent pas le temps de comprendre. Ils attendent simplement leur tour pour répondre. Si tu prêtes une véritable attention à ce que l'autre dit, tes réponses seront plus précises et éviteront les confusions. Une voix claire n'a pas besoin de crier. Une phrase directe et ferme a plus de poids qu'un discours prolongé. Pense aux fois où quelqu'un t'a donné une instruction simple, sans ton agressif, mais avec une telle conviction qu'il ne faisait aucun doute qu'il parlait sérieusement. C'est la force de la clarté. Elle coupe le bruit, élimine l'excès et ne laisse que l'essentiel. Parler clairement ne te fait pas seulement respecter par les autres. Cela renforce également ton propre esprit. Cela t'oblige à réfléchir avant de parler, à organiser tes idées et à ne pas te laisser emporter par des émotions momentanées. Ce processus de réflexion et de synthèse transforme chaque conversation en un acte conscient et te prépare à garder ton calme, même dans des situations tendues. 5. Discipline qui inspire. La discipline est une de ces vertus qui n'a pas besoin de présentation. Elle ne s'annonce pas, elle ne se vante pas, mais elle se perçoit dans tout ce que tu fais. Dans ta ponctualité, dans ton ordre, dans ta constance, dans la manière dont tu accomplis ce que tu décides. La discipline inspire le respect parce qu'elle démontre que tu ne vis pas esclave de tes impulsions, mais guidé par tes principes. Alors que beaucoup cèdent à la commodité ou aux excuses, celui qui maintient sa routine, ses habitudes et sa parole s'élève au-dessus du reste. Les stoïciens considéraient que la maîtrise de soi était la forme la plus haute de liberté. Marc Aurèle écrivait que la plus grande victoire est sur le propre caractère. La discipline, donc,
n'est pas une punition. C'est l'entraînement qui renforce l'esprit et le corps pour résister aux tentations, à la fatigue et à la pression externe. Celui qui est discipliné projette de l'autorité parce qu'il démontre qu'il peut se gouverner lui-même avant d'essayer d'influencer les autres. Pense à quelqu'un qui tient parole, qui se lève tôt sans dépendre de la motivation du jour, qui entraîne son corps même quand il n'en a pas envie, qui maintient son focus même quand personne ne le regarde. La discipline parle le langage des faits et crée un type de leadership qui ne s'impose pas, mais qui se gagne. Dans la vie quotidienne, la discipline se remarque dans les petits détails. Comment tu prends soin de ton espace, comment tu respectes ton propre temps, comment tu accomplis tes responsabilités, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est te lever et avancer quand le confort t'invite à reporter. C'est faire ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit. Chacun de ces gestes construit une réputation silencieuse, mais puissante, parce que les gens perçoivent que tu es fiable et cohérent. La discipline qui inspire n'est pas rigide ni inflexible. Elle est ferme et constante. Il ne s'agit pas de vivre sans repos, ni de t'exiger la perfection, mais de rester fidèle à ce que tu sais que tu dois faire, sans te rendre à l'impulsion du moment. Les stoïciens comprenaient qu'il n'y a pas de grandeur à se laisser emporter par la paresse ou le plaisir facile. Par exemple, respecter une routine de sommeil, consacrer du temps chaque jour à apprendre quelque chose de nouveau, entraîner le corps même si c'est pour quelques minutes, respecter les délais que tu as fixés toi-même. Ce qui est important, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais la constance avec laquelle tu la répètes. Cette répétition quotidienne façonne ton caractère et renforce ta volonté, jusqu'à ce que les autres reconnaissent que ta parole a du poids, parce qu'elle est soutenue par des habitudes solides. Un individu discipliné inspire confiance parce qu'il montre qu'il ne dépend pas des circonstances pour agir. Lorsque les choses se compliquent, il ne se brise pas et ne cherche pas d'excuses. Il continue à faire ce qu'il doit faire. Cette sérénité face à l'adversité impressionne plus que tout geste de bravoure impulsive, parce qu'elle démontre que l'autocontrôle n'est pas quelque chose qui disparaît sous la pression. Au travail, dans les études ou dans tout projet personnel, la discipline devient une carte de visite silencieuse. Les gens font plus confiance à celui qui tient sa promesse sans rappel constant. Ils respectent celui qui arrive à l'heure, celui qui n'a pas besoin de supervision pour bien faire son travail. Cette cohérence entre intention et action génère une autorité naturelle. Les autres comprennent que tu n'attends pas l'inspiration, mais que tu es quelqu'un qui agit sans dépendre d'excuses. La discipline qui inspire ne cherche pas la reconnaissance externe. Elle cherche à honorer l'engagement envers toi-même. C'est un reflet du respect de soi, et ce respect est contagieux pour ceux qui t'entourent. 6. Agissent avec un but. Les gens remarquent quand quelqu'un vit sans but. Cela se voit dans ses paroles, dans ses gestes, dans la façon dont il commence des choses et les laisse à moitié faites, dans la façon dont il parle de buts qu'il ne concrétise jamais. Ce manque de direction vole le respect immédiatement, car il montre qu'il n'y a pas de conviction derrière ses actes. En revanche, celui qui agit avec un but projette une sorte de force qui n'a pas besoin d'être proclamée. Chaque pas qu'il fait semble avoir un sens, et cela est impossible à ignorer. Agir avec un but signifie se déplacer guidé par des principes clairs, non par des impulsions ou par l'approbation des autres. Les stoïciens enseignaient que nous devons diriger notre vie vers ce qui dépend de nous, vers ce qui apporte de la valeur, et ne pas gaspiller d'énergie sur ce qui n'est pas sous notre contrôle. Épictète disait que la vraie liberté commence quand tu arrêtes de vivre pour impressionner, et que tu commences à vivre selon ce que tu considères comme correct. Le but n'est pas une idée abstraite, il se reflète dans les décisions quotidiennes. On le remarque quand tu choisis de dire non à ce qui ne t'apporte rien, quand tu investis ton temps dans ce qui renforce ton esprit et ton caractère, quand tu gardes ton calme face aux provocations parce que tu sais que cela ne vaut pas la peine de perdre de l'énergie. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses. Cela signifie avoir une direction claire qui guide même au milieu de l'incertitude.
Celui qui agit avec un but devient une personne de confiance parce qu'il ne change pas de cap à chaque mode, chaque opinion étrangère ou chaque émotion passagère. Cette fermeté inspire le respect, car elle montre que ses actions ne sont ni improvisées ni manipulées par l'environnement. Les gens font plus confiance à quelqu'un qui a une clarté sur pourquoi il fait ce qu'il fait, même s'ils ne sont pas d'accord avec toutes ses décisions. Dans la vie quotidienne, agir avec un but signifie décider consciemment comment utiliser ton temps et ton énergie. C'est éviter les discussions inutiles, ne pas tomber dans les provocations et choisir avec qui tu partages ton attention. Cela implique également d'établir des limites claires, car tu sais que dire oui à tout est trahir ton véritable chemin. Ce type de décision ne plaît pas toujours aux autres, mais elle renforce ton intégrité et ta réputation. Le but donne une direction même dans les moments difficiles. Alors que beaucoup se brisent sous la pression parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils se battent, celui qui a un objectif ferme supporte mieux les obstacles. La clarté d'un but fonctionne comme une ancre. Elle t'empêche de te perdre dans les doutes ou de te laisser emporter par les émotions du moment. Cette stabilité génère du respect, car les gens admirent ceux qui restent fermes quand tout semble chanceler. Ils parlent beaucoup mais avancent peu et finissent par être perçus comme inconstants. Au contraire, celui qui agit avec un sens clair transmet de la sécurité même sans prononcer un mot, car chaque geste qu'il fait révèle qu'il sait où il va. Pratiquer ce principe ne nécessite pas de grands discours motivants. Commence par te demander quelles sont les valeurs qui guident ta vie, quel type de personne tu veux être et quelles actions quotidiennes te rapprochent de cette vision. Ensuite, agis en fonction de ces réponses. Ne t'arrête pas pour chercher l'approbation externe, car le respect que tu cherches ne vient pas des flatteries, mais de la cohérence entre ce que tu crois et ce que tu fais. L'autorité véritable naît lorsque tes actes sont alignés avec ton but. Chaque décision prise avec intention renforce ton caractère et projette de la confiance envers les autres. 7. Fais, pas d'excuses. Les excuses sont comme de la fumée, elles remplissent l'air pour un instant mais ne soutiennent rien. Chaque fois que tu essaies de justifier une erreur, un retard ou une promesse rompue, ta crédibilité perd de sa force. Les gens ne respectent pas celui qui a toujours une raison de ne pas tenir ses engagements. Ils respectent celui qui tient ses engagements même lorsque personne ne le regarde. La différence entre une personne digne de confiance et une personne qui ne l'est pas réside dans sa capacité à répondre avec des faits plutôt qu'avec des mots défensifs. Les stoïciens avaient bien compris que le caractère se mesure par les actes, pas par les explications. Sénèque avertissait que passer du temps à se justifier est une perte d'énergie qui devrait être utilisée pour s'améliorer. Lorsque tu remplaces les excuses par des actions, tu fais preuve de maturité et de responsabilité. Ce changement envoie un message fort. Je ne cherche pas de coupable, j'assume ce qui me revient. Dans la vie quotidienne, ce principe se traduit par quelque chose de simple mais puissant. Si tu échoues, tu reconnais l'erreur et tu la corriges. Si tu promets quelque chose, tu le tiens. Si tu ne peux pas le tenir, tu le dis en face avant que les autres ne le découvrent. Les personnes qui agissent ainsi gagnent du respect même lorsqu'elles commettent des erreurs, car elles transmettent de l'intégrité. Elles n'ont pas besoin de discours pour regagner la confiance. Elles la regagnent avec des pas fermes et constants. La tendance à trouver des excuses naît de la peur du jugement d'autrui et du confort de ne pas affronter les conséquences. Mais cette habitude érode ta propre image et te lie au passé. Lorsque tu décides de rompre ce schéma, tu commences à montrer que ta parole a du poids. L'absence d'excuses ne signifie pas la perfection. Cela signifie assumer que tu peux toujours agir pour améliorer ce qui est sous ton contrôle. Celui qui a l'habitude de donner des résultats plutôt que des explications inspire confiance et admiration. Au travail, tout le monde préfère la personne qui résout les problèmes plutôt que celle qui se consacre à expliquer pourquoi elle n'a pas pu le faire. Dans les relations, on apprécie davantage celui qui change de comportement que celui qui promet de changer un jour. En toi-même, tu respectes davantage ton caractère lorsque tu sais que tu réponds aux défis avec des faits, pas avec des justifications. Pratiquer ce principe nécessite de l'autocontrôle et de l'humilité.
de l'autocontrôle pour ne pas tomber dans la tentation de te défendre dès le premier questionnement, et de l'humilité pour accepter les erreurs sans sentir que cela diminue ta valeur. C'est une habitude qui transforme ta réputation lentement, car chaque fois que tu tiens tes engagements au lieu d'expliquer, tu renforces la confiance que les autres placent en toi. Dans un monde où tout le monde se précipite pour se justifier, celui qui se tait, assume et agit se distingue par sa sérénité et sa détermination. Ce type de personne n'a pas besoin de parler beaucoup pour être pris au sérieux. Ses résultats parlent pour lui. Remplacer les excuses par des faits rend ta parole fiable, et une parole fiable vaut plus que n'importe quel discours élégant. Et 8. Écoute avant de parler. Le respect ne se gagne pas en parlant sans arrêt. Il se gagne en sachant se taire pour comprendre. Dans un monde où tout le monde veut être écouté, mais peu veulent écouter, celui qui maîtrise l'art de l'écoute se distingue immédiatement. La véritable écoute n'est pas seulement garder le silence, c'est prêter attention avec intention, c'est montrer que tu apprécies ce que l'autre a à dire, même si tu n'es pas d'accord. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons pas répondre immédiatement à chaque mot que nous recevons. Épictète rappelait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour une raison: écouter plus que nous parlons. Celui qui agit avec patience et écoute avant de porter un jugement démontre une maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi génère toujours du respect. Écouter ne te rend pas faible, cela te rend stratégique. Alors que d'autres perdent leur calme et se précipitent pour répondre sans réfléchir, tu observes, analyses et comprends ce qui se cache derrière les mots. Cela te donne un avantage dans n'importe quelle conversation parce que tu sais exactement quand intervenir et quoi dire. Les gens respectent celui qui n'interrompt pas pour imposer son opinion, mais qui cherche d'abord à comprendre. Dans les relations quotidiennes, écouter attentivement évite les conflits inutiles. Beaucoup de discussions ne s'enveniment pas à cause du contenu, mais parce que l'une des parties se sent ignorée. Lorsque tu prêtes vraiment attention, tu transmets que tu apprécies l'autre. Et cela seul adoucit les tensions et améliore la qualité de toute conversation. De plus, cela te permet de répondre avec plus de clarté, parce que tu as compris le message complet au lieu de simplement réagir à des fragments. Écouter avant de parler est aussi un acte d'humilité. Tu reconnais que tu ne sais pas tout, que peut-être l'autre a quelque chose à t'enseigner ou une perspective que tu n'as pas encore envisagée. Cette ouverture te rend plus sage et t'éloigne de l'arrogance qui ferme les portes et dresse des barrières. Pratiquer ce principe nécessite plus que de rester silencieux. Cela implique de regarder la personne qui parle, d'éviter les distractions, de ne pas planifier ta réponse pendant que l'autre explique encore. Il s'agit de laisser de l'espace au silence pour traiter l'information avant de répondre. Ce bref instant de pause montre que tu parles avec intention et non par impulsion. Dans les situations tendues, la capacité d'écoute peut désamorcer les conflits. Lorsque l'autre s'attend à une réaction agressive et trouve à la place calme et attention, l'atmosphère change. Ton silence montre clairement que tu ne réagis pas sous le coup de l'émotion et que ta réponse sera réfléchie. Ce contrôle ne passe pas inaperçu. En fait, il devient l'une des qualités les plus respectées chez les leaders et les personnes influentes. Écouter avant de parler te transforme en quelqu'un qui transmet la sécurité et le respect. Tu n'as pas besoin de rivaliser pour l'attention, car ta présence silencieuse montre déjà que tu n'es pas là pour impressionner, mais pour comprendre. Dans un monde où tout le monde parle pour être vu, celui qui écoute pour comprendre finit par être le plus influent, car quand il parle enfin, ses mots portent le poids de la réflexion et de l'équilibre.